Monsieur le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, le gouvernement présente cette année un budget de 550 millions d'euros pour le programme 147 dédié à la politique de la ville, en diminution de 14% et de 90 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2024. Cette baisse s'inscrit en réalité dans la continuité des annulations de crédits qu'a connu le programme 147 en 2024. La loi de finances de fin de gestion a quant à elle annulé les 50 millions prévus pour le nouveau programme de renouvellement urbain, le NPNRU. Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, je plaiderai surtout pour une gestion intelligente de cette réduction de crédits et pour la protection des moyens de l'ANRU. Pour ne prendre qu'un exemple, le budget dédié aux adultes relais va être réduit de 5 millions d'euros, en dépit de la grande utilité de ce dispositif. Plutôt que de ne pas renouveler bêtement et méchamment les contrats arrivant à terme ici ou là pour réaliser des économies, il serait plus opportun de prioriser les besoins pour maintenir des effectifs là où ils sont le plus utiles, quitte à mettre fin à certains contrats quand cela est possible. J'ajouterai que le stop and go, dont souffre trop souvent la politique de la ville, est préjudiciable au bon emploi des deniers publics. Je pense aux cités éducatives, dont les crédits sont réduits de 20 millions d'euros et dont l'objectif de généralisation, annoncé il y a 18 mois, est déjà abandonné. Surtout, je réitère mes alertes sur le budget de l'ANRU. Le PLF 2025 ne prévoit aucun financement de l'État pour l'ANRU, me conduisant avec la Commission des affaires économiques à proposer l'adoption d'un amendement d'abondement à hauteur de 50 millions d'euros. La ministre Valérie Létard s'est elle aussi engagée à cette hauteur devant notre commission en novembre dernier. J'espère donc que nous pourrons adopter cette évolution tout à l'heure. Mais cette somme ne suffira pas. L'État s'était engagé à verser 1,2 milliard pour financer le NPNRU d'ici 2033. À ce jour, il n'en a versé que 107 millions, soit à peine 9% du montant prévu. Cette situation devrait faire basculer l'ANRU dans le rouge d'ici 2027, rendant impossible la mise en œuvre opérationnelle de nombreux projets. Cela est d'autant plus regrettable que les actions de rénovation portées par l'ANRU sont d'une utilité certaine sur les plans social, écologique et environnemental. Nombre de sénateurs présents ce soir pourraient en témoigner. Ainsi, si l'État ne tient pas ses engagements financiers, il faudra soit décaler la date de fin d'engagement du NPNRU au-delà de 2026, soit reporter certains projets à un programme de renouvellement urbain de troisième génération qui n'est pas encore acté. En tout état de cause, il paraît essentiel de réaliser une évaluation du NPNRU pour identifier les projets les plus urgents et les plus aboutis. Ainsi, et même si la Commission a donné un avis favorable au crédit de la mission Cohésion des territoires, une réflexion sur l'avenir du NPNRU est nécessaire tant la situation financière du programme est critique. Dans tous les cas, il demeure essentiel que l'État tienne sa parole. La réussite du programme et la qualité de vie des habitants des quartiers en dépendent. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la position des sénatrices et des sénateurs socialistes sur les crédits alloués aux politiques du logement demeure inchangée. Nous plaidons depuis plusieurs exercices budgétaires pour que le logement devienne une grande cause nationale. Mon collègue Denis Bouad a maintes fois défendu dans cet hémicycle la nécessité d'un véritable plan Marshall en faveur du logement social. Aujourd'hui, l'urgence est plus pressante encore. Face à la crise du secteur, il est impératif d'en faire une priorité politique. Si le logement ne représente pas le premier poste budgétaire de l'État, il constitue néanmoins le premier poste de dépenses des Français. Plus d'un quart de leur revenu y est consacré et cette part grimpe à 40% pour les ménages les plus modestes, voire davantage encore en outre-mer. Et pourtant, malgré cette préoccupation majeure, le logement a été le grand oublié des politiques publiques de ces dernières années. Pire même, vous vous obstinez à réduire drastiquement les crédits essentiels pour des millions de Français. Madame la ministre chargée du logement, je connais votre engagement sincère sur certains dossiers dont l'hébergement, mais le budget que vous présentez n'est pas à la hauteur des enjeux qui frappent notre pays. Les crédits politiques de la ville et pour l'hébergement, et bien qu'il manque encore 10 000 places,
sont les seuls rescapés d'un naufrage social annoncé. L'amendement d'annulation de crédits de plus d'1 milliard d'euros est une catastrophe pour les millions de personnes souffrant de précarité énergétique et d'habitat indigne. C'est une catastrophe aussi pour les TPE et artisans, un secteur qui va perdre encore des dizaines de milliers d'emplois. C'est enfin renoncer à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone auxquels nous avons collectivement souscrit. Une telle décision revient à fermer les yeux sur la détresse de nos millions de concitoyens confrontés au mal logement, alors que le taux de pauvreté atteint des sommets jamais connus depuis plusieurs décennies. Supprimer ces crédits, c'est fragiliser encore davantage les foyers les plus modestes, ceux qui dépendent de ces aides pour garder un toit au-dessus de la tête, ceux qui vivent déjà dans des conditions que nul ne pourrait qualifier de dignes. Nous attendons aussi la concrétisation des engagements pour réduire la ponction sur les bailleurs sociaux à hauteur de 300 millions que le Premier ministre a confirmé. Dans le même temps, sur le terrain, chacun constate les difficultés des bailleurs sociaux à construire tout en assurant la rénovation et l'entretien du parc existant. En 2024, seulement 80 000 logements sociaux ont été construits contre plus de 100 000 en 2017. Le nombre de Français en attente d'un logement social ne cesse de croître pour atteindre 2,7 millions. Dans mon département d'Dordogne, les demandes de logement ont augmenté de 40% en 2 ans. Ne voyez-vous pas la crainte que soulèvent ces chiffres ? Je suis conscient des contraintes budgétaires dans lesquelles nous débattons, mais je vous pose la question, combien a coûté le RLS ? Quel a été l'impact réel des économies sur les finances publiques ? Nous devons être vigilants face à l'effet récessif de certaines économies budgétaires. Ce n'est pas seulement le logement social qui est en crise, mais tout le secteur. Nous sommes passés de 434 000 mises en chantier en 2017 à 287 000 en 2023. Ce recul entraîne une baisse des rentrées fiscales pour l'État et menace 500 000 emplois dans le bâtiment d'ici la fin de l'année. Cette annulation de crédit va aussi impacter le nombre de rénovations thermiques à l'heure où il doit inévitablement être augmenté. 37% des passoires énergétiques sont occupées par des ménages vivant sous le seuil de pauvreté. Au lieu d'envisager un reste à charge nul, vous grevez les possibilités de rénover et donc de réussir la transition écologique. Cette suppression de plus d'1 milliard d'euros intervient alors même que le Premier ministre annonçait une politique du logement ambitieuse, aide aux maires bâtisseurs, soutien à la réhabilitation du bâti rural, logement étudiant, rénovation urbaine. En actant ces coupes budgétaires, c'est la politique de solidarité pour un accès universel à un logement décent que l'on sacrifie. C'est abandonner des millions de ménages modestes face à des difficultés croissantes et dégradantes. C'est un manque de considération du gouvernement pour nos concitoyens les plus précaires. Et pour cette raison, nous ne voterons pas les crédits de cette mission. Je crois qu'il faut le dire et le redire. Il faut cesser de mentir aux Français. Nous ne pouvons pas faire plus avec moins. Et l'amendement que nous avons découvert, l'amendement du gouvernement qui supprime 1 milliard d'euros de crédits de paiement, le démontre bien. Je souhaiterais illustrer cette réalité avec 3 exemples. Tout d'abord, s'agissant du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, l'action 11 du programme 112, la section locale du FNADT, les autorisations d'engagement en recul de 66%, les crédits de paiement de 84%. Et avec un exemple très précis, les contrats de plan État-région. Là aussi, autorisation d'engagement en recul de 70% et 0 crédit de paiement. Alors même que la loi de finances initiale pour 2024 avait clairement expliqué qu'après 2024, il était nécessaire de déployer 39,2 millions d'euros tout simplement pour honorer les engagements au titre de la contractualisation précédente. Là aussi, la parole de l'État est gravement mise en cause. Et sur ces CPER et l'engagement de l'État, je n'insisterai pas trop, mais l'effet levier est absolument essentiel. Et donc, on nous dit qu'il y aura des reports d'opérations avec le retour à meilleure fortune, espérons-le, en 2026.
Je ne sais pas s'il y a des Madame Irma au gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est que pour 2026, la saignée sera probablement encore au rendez-vous au regard de la trajectoire budgétaire. Et donc, l'État sera là aussi probablement, défaillant. Et donc, de ce point de vue-là, on peut imaginer un petit peu le cynisme des choix du gouvernement. C'est de dire, on recule en termes d'engagement financier de l'État et donc les collectivités, on leur donne finalement des prétextes pour faire des économies. Mais tout cela est au détriment de notre économie et de nos concitoyens. Et donc, nous proposerons avec les collègues des amendements en ce sens. Deuxième sujet. Les petites communes, notamment dans les territoires ruraux, elles aussi ne pourront pas faire plus avec moins, notamment les 25 000 de moins de 1 000 habitants. Moins 21% pour les crédits de la NCT. Là aussi, le rapporteur Delcros avait bien insisté sur ce point de vigilance. 80% de crédits en moins pour les tiers-lieux, alors que 50% de ces tiers-lieux financés par la NCT sont dans les territoires ruraux. Là aussi, nous devons répondre aux besoins des collectivités. Avec notre groupe, nous déposerons des amendements en ce sens. Sur France Service, on peut saluer évidemment l'effort supplémentaire de l'État, mais là encore, nous estimons que ce sont des missions régaliennes et qu'il reviendrait en temps normal à l'État d'en assurer l'intégralité du financement, alors même qu'aujourd'hui, plus de la moitié de ces dépenses pèsent sur les collectivités locales. Et puis, dernier exemple, on ne peut pas faire plus avec moins, c'est le programme 162, le programme des interventions territoriales de l'État, avec là aussi quelques exemples. Madame la ministre, la bretonne de la soirée au banc sur les algues vertes, après le recul des crédits en 2024 de 5%, nouveau recul de 8% dans la programmation initiale. Les territoires ultramarins qui sont aussi à la peine. Chlordécone, moins 4%. La transformation de la Guyane, moins 10%. Le plan Sargasses 2, moins 13%. Et dans le même temps, avec l'amendement qui a été déposé il y a quelques heures, sur ce seul programme 162, c'est 9 millions d'euros de crédits en moins. Donc on voit bien là aussi ces choix qui vont porter préjudice si le Sénat n'y prend pas garde. Et je fais confiance à nos collègues, quelle que soit leur sensibilité, pour là aussi être au rendez-vous de l'histoire et défendre nos collectivités. Mesdames les ministres, je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas faire plus avec moins. Vous allez sans doute essayer de nous démontrer le contraire ce soir, mais ce n'est pas tenable. Nous sommes décidément très loin du compte pour garantir aux élus le pouvoir d'agir, celui-là même qu'ils attendent et qu'ils sont en droit d'exercer. Donc oui, nous sommes comptables des équilibres budgétaires de la nation, mesdames les ministres. Nous avons fait des propositions, vous n'avez pas voulu les entendre et nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Donc nous ne voterons pas les crédits de cette mission.